Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart. Très heureux d'être avec vous tous les jours, en direct, du lundi au vendredi. Vous connaissez notre rendez-vous, débat, analyse et expertise, et des rencontres et des invités. Et vos rubriques habituelles, bien sûr, bien dans son job, avec la rémunération variable, participation, intéressement. Qu'est-ce que c'est exactement? On va en parler avec le patron de Premium, une entreprise qui travaille justement sur l'intéressement. On fera le point avec lui, puis on fera aussi un peu de pédagogie. Smart et réglo, la rupture brutale des relations commerciales. Qu'est-ce que c'est exactement et quelles en sont les conséquences? On en parlera avec un expert juridique dans quelques instants. La pause café, c'est un sujet sensible dont on ne parle pas, c'est la phobie du téléphone, et Fanny Griesmer a décidé de nous en parler. C'est un peu compliqué en entreprise, alors qu'on est hyper connecté, ne pas être capable de pouvoir avoir un échange téléphonique. On fera le point, c'est assez handicapant. Le cercle RH, vous connaissez le rendez-vous du vendredi, ce sont les experts. On parlera de la vaccination, du chômage, des salles obscures qui ont évidemment réouvert leurs portes. Et puis on parlera aussi de ce coup de pouce de Jean-Michel Blanquer à destination des professeurs et du corps enseignant. Voilà pour le programme. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, on sera bien à la rencontre d'un auteur. Vous savez, c'est le livre de Smart Job tous les vendredis. C'est un ancien champion de boxe. Il a créé un modèle de performance pour vous faire, vous gagnant, pas seulement des sportifs d'ailleurs, dirigeants d'entreprise aussi. On fera le point avec lui à travers son livre Le secret du nouveau dopage légalisé. Voilà, c'est le titre. Voilà le programme. Aujourd'hui, programme riche, et on commence tout de suite par bien dans son job. Bien dans son job, on va parler de la rémunération variable. Ça veut tout dire, ça veut rien dire. On entend participation, on entend intéressement. On va essayer d'y voir plus clair avec Fabien Lucron. Bonjour Fabien. Bonjour Arnaud. Vous y êtes venu il y a déjà presque un an, au début de notre chaîne d'ailleurs. C'est ça. Faire de la pédagogie, puis parler aussi de votre business, directeur du développement de Premium. Premium, hein, avec un accent sur le E. Oui, parce que c'est prime et homme. Il y a un petit jeu de mots. Oh, le jeu de mots, Premium. Je ne recommencerai pas cette... D'abord, avant de parler de l'intéressement, vous aviez envie quand même de nous faire un peu de pédagogie, parce qu'il y a beaucoup de ministres, je pense à Bruno Le Maire, qui régulièrement parlent de participation. Participation, intéressement, c'est pas la même chose. Alors non, c'est pas la même chose, c'est pas le même dispositif. Dans les deux cas, l'idée générale, c'est en fait de partager la valeur et partager une partie, entre guillemets, des bénéfices d'une entreprise. Ça, c'est ce qui unit les deux... Oui, bien sûr. Maintenant, l'intéressement, c'est un dispositif qui permet de faire un choix qu'on n'a pas dans la participation, qui est de, lorsqu'on est salarié, toucher tout de suite l'argent, et donc que ce soit considéré comme un salaire, ou d'attendre 5 ans et d'avoir une exonération totale d'impôts. Ce qui n'est pas le cas dans la participation. Parce que la participation, l'argent est bloqué. Tout à fait. On est d'accord. Alors avec parfois des mesures gouvernementales qui permettent... Oui, il y a des cas de déblocage, il y a plein de cas de déblocage. Voilà, mais les mariages... Voilà, il n'empêche que globalement, c'est un petit peu plus contraint. Revenons à votre cœur de métier chez Primeum. Voilà, vous avez vu, je vais le redire et je l'ai bien articulé. Primeum, c'est l'intéressement. En quoi aujourd'hui c'est un enjeu stratégique? En préparant l'émission, vous me disiez, vous allez voir, on va beaucoup en parler dans les prochains mois. Oui, parce que je pense que dans cette période, il faut redonner du sens aussi. Et le fait de partager la valeur et faire en sorte que, au final, tout le monde se sente impliqué dans l'entreprise et dans la réussite de l'entreprise, il me semble que c'est un sujet important, là où, en tout cas, beaucoup ont été loin, justement, de l'entreprise, ont été en télétravail, ça a posé plein de problèmes. Redonner du sens, ça passe aussi par partager la valeur. Juste pour le dire simplement, on a beaucoup d'invités aujourd'hui qui nous disent que les salariés, les collaborateurs cherchent du sens. Ils peuvent chercher du sens et puis ils peuvent aussi trouver une motivation par un intéressement financier. Oui, c'est un élément. C'est un élément. La motivation, elle provient de plein de choses. C'est une évidence. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, heureusement d'ailleurs. Mais il y a aussi l'argent. Mais lorsqu'on les interroge, à 70%, ils citent, entre guillemets, la rémunération comme le premier critère de motivation. Et d'engagement donc. Et d'engagement, évidemment. Premium, c'est le dispositif que vous mettez en place, c'est de l'humain. Alors vous avez des outils évidemment d'accompagnement et de suivi en fait de cet intéressement, mais
qu'est-ce que vous expliquez à l'entreprise? Et je pense notamment aux PME, parce qu'il y a beaucoup de grandes entreprises, de grands groupes qui sont déjà engagés sur ces questions. Mais j'imagine que votre cible, c'est ce quoi? Les PME, les ETI? Alors, vous avez raison, hein, les grandes entreprises, à 70%, ont déjà mis en place des systèmes d'intéressement. Dans le monde de la PME, c'est seulement 10%. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un enjeu. L'enjeu, c'est justement de donner la possibilité aux PME de simplifier les démarches et de mettre en place un accord d'intéressement facilement. Alors, en revanche, un accord d'intéressement, vous venez de donner un mot important, il faut d'abord se mettre d'accord au sein de l'entreprise avec les partenaires sociaux ou le délégué syndical, enfin le représentant du personnel. alors oui, c'est pour ça qu'on parle d'accord, hein. Il s'agit bien d'une négociation avec les représentants du personnel ou le CSE quand on en a un, ça dépend de la taille de l'entreprise. Donc oui, il s'agit bien de cela. En revanche, certaines dispositions là ont été prises de façon à ce que justement ce soit totalement simplifié, notamment pour les entreprises plus petites, c'est-à-dire moins de 11 salariés. Ouais, ils n'y vont pas parce que c'est un maquis. Et là, on n'est plus dans un accord, on est bien dans quelque chose qui est unilatéral. Donc une décision du patron de l'entreprise de mettre en place un accord d'intéressement facilement. Ça marche comment concrètement pour les salariés et le processus que vous mettez en place dans l'accompagnement, parce que vous allez accompagner l'entreprise, la prendre par la main, lui dire attendez, rassurez-vous, nous on va tout faire, tout va bien se passer. C'est un peu ça que vous leur dites. Oui, alors c'est surtout qu'en réalité, vouloir partager la croissance et le fruit de la croissance, c'est une bonne chose. Pour autant, il y a plusieurs façons de le faire. Et parfois, malheureusement, on ne le fait pas forcément de façon optimale. C'est-à-dire ce que l'on attend en fait d'un accord d'intéressement, c'est globalement que ça motive les gens. Mais bon, c'est pas. Alors qu'on soit bien clair, hein, la rémunération variable, elle motive au quotidien. L'intéressement, vous levez pas le matin en vous disant tiens, dans un an, je vais toucher un gros intéressement. Hein. Donc c'est pas ça qui va vous non, ça dort motiver dans un au coin de votre quotidien. tête. En revanche, c'est un élément de rémunération important qui va faire que on va faire de la rétention des talents, par exemple. On va avoir des arguments aussi d'acquisition des talents, donc de recrutement. Donc c'est un élément de rémunération important parce qu'en plus, il bénéficie d'une fiscalité agréable pour tous. Hein, c'est un deal gagnant-gagnant. Hein, c'est tant pour l'entreprise que pour le salarié. C'est bon pour l'entreprise, ça veut dire que quand, vous l'évoquiez tout à l'heure au début de notre entretien, on peut disposer de cet argent quand on le souhaite, ce qui n'est pas le cas de la participation. Alors quand on le souhaite, c'est ou tout de suite, au moment où l'intéressement est versé, On s'engage, ouais. ou dans 5 ans, quand on l'a placé, et si au bout des 5 ans, du coup, on décide de le retirer, on n'est pas soumis à l'imposition, ce qui est quand même, dans certains cas, très agréable. CSG, CRDS. Alors, il y a quand même un peu de... Voilà, il y a un petit peu de... C'est pas de l'imposition. Non, c'est une forme d'imposition indirecte. Voilà, c'est indirect. En effet, il y a quand même les 11%, des taxes sociales classiques. La CSG, CRDS. Les entreprises hésitent, parce que je voudrais l'entendre, les entreprises hésitent parce qu'elles trouvent que c'est complexe à mettre en place, parce qu'elles ne souhaitent pas faire partager la richesse. C'est quoi l'état d'esprit des entreprises? Non, je pense, en fait, vu que c'est un deal gagnant-gagnant, les entreprises n'hésitent pas à partager la richesse. C'est juste parfois un peu trop compliqué. C'est ça. Et puis on ne sait pas trop comment s'y prendre. Parce que ça suppose déjà de définir quel niveau de performance, parce que pour déclencher un intéressement, il faut savoir déjà ce que l'on en attend. Donc on se dit, on va se fixer une barre à 4% de croissance, je dis n'importe quoi. Oui, ça peut être ça. Et à partir de là, ça déclenche l'intéressement. Ça déclenche un intéressement. Et ensuite, l'enveloppe, elle est censée évoluer en fonction de la performance. Si on fait 7% de croissance et pas 4%, pour reprendre votre... C'est bien meilleur. Donc il faut que l'enveloppe soit plus grosse. Et après, c'est comment je la répartis, cette enveloppe. Une partie va être forcément répartie de façon, entre guillemets, très classique, c'est-à-dire je prends le nombre de salariés. Équitable, on coupe. Voilà. Alors équitable, je ne suis pas sûr, mais en tout cas égalitaire, c'est sûr. Égalitaire, vous avez raison, vous avez raison. Et l'autre partie va être certainement au regard du salaire de chacun, c'est-à-dire proportionnel au salaire fixe de chacun. Ce qui permet en fait de rendre cette forme de rémunération, là cette fois-ci plus équitable, parce que on va dire moduler en fonction du rôle de chacun. Donc c'est pas plus je gagne, plus je touche. Alors si, un peu. Hein, un peu non, mais justement, on peut faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut décider qu'il y aura 30% de pur collectif et 70% de... Et ça, c'est votre mission aussi, hein, de travailler sur les premières lignes dans les grandes surfaces, par exemple, pour ceux qui sont franchisés, ils étaient en première ligne. Et du coup, on peut inverser le truc, c'est-à-dire dire, allez, je fais 70% de collectif, ou je divise complètement l'enveloppe, et je fais 30% d'individuel, ou inversement. J'ai tout compris.
J'ai tout compris. Participation, intéressement, c'est le cœur de métier, l'intéressement de Primeum. Alors le cœur de métier de Primeum, c'est quand même avant tout la rémunération variable au sens global. Général. Et puis l'intéressement en fait partie, donc c'est un des outils qu'on utilise pour nos clients, bien sûr. Merci d'être venu sur notre plateau, Fabien Lucron, Merci, directeur Arnaud. de développement de Primeum. La part variable et l'intéressement, vous l'aurez compris. Merci de nous avoir expliqué en mots simples des choses qui, objectivement, peuvent paraître un peu compliquées. Smart et réglo, tiens, ça peut intéresser Primeum, la rupture brutale de la relation commerciale. Tiens, qu'est-ce que c'est donc qu'est-ce que ça provoque? Qu'est-ce que ça produit de grave? On en parle tout de suite avec une experte. Smart et réglo, le droit, rien que le droit. On en parle aujourd'hui avec Clarisse Thomé Duarte. Je n'ai pas dit de bêtises. Hein. Non, J'avais dit Duarte la première fois en mettant un accent. C'était tout à fait impropre. Thomé Duarte. Experte en droit des affaires chez SVP Information Décisionnelle. Vous avez choisi de nous parler d'un sujet alors, qui ne fait pas la une des médias, mais qui est un vrai sujet concret. C'est la rupture brutale des relations commerciales. Qu'est-ce que c'est donc ? Alors c'est un contentieux qui est extrêmement important auprès des juridictions commerciales, il faut le savoir. Ça consiste à faire en sorte que deux sociétés qui sont en relation d'affaires ne puissent pas brutalement rompre leur relation commerciale l'une avec l'autre. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une totale liberté de choisir ses partenaires commerciaux, bien évidemment. Les contrats éternels ne sont pas admis en droit français. En revanche, ça a pour objectif, le but poursuivi ici, est de faire en sorte de permettre à son co-contractant d'anticiper une rupture pour réorganiser ses affaires et pourvoir à la recherche de nouveaux clients. Pour le dire très concrètement, je suis prestataire. J'ai signé un accord commercial avec un très grand groupe, de la grande distribution par exemple, et soudain ce groupe décide de rompre brutalement ma relation commerciale, c'est-à-dire qu'elle dit vous arrêtez de m'envoyer votre production. Alors c'est à juste titre que vous parlez de distribution, Bah parce oui. que justement ce dispositif il a été créé pour protéger les fournisseurs Bien sûr. des référencements des centrales d'achat et du milieu de la C'est distribution. pour ça que je soulève ce sujet. Donc ça a été créé à l'origine pour ce secteur en particulier. Néanmoins, aujourd'hui, ça concerne un panel extrêmement large d'activités commerciales. C'est toutes les activités de production, de distribution et de services. Donc c'est quasiment toutes les activités commerciales et économiques qu'on peut rencontrer. Néanmoins, il y a quelques petites exceptions. Par exemple, les prestations intellectuelles qui sont soumises à une interdiction ne sont pas concernées par le dispositif. C'est quoi les comportements susceptibles d'être sanctionnés? C'est-à-dire que vous nous dites qu'il y a quand même quelque chose qui cadre la relation commerciale et de but en blanc, à brûle pour point, on ne peut pas couper cette relation commerciale, c'est ce que vous nous dites. Il y a des choses qui protègent. Qu'est-ce qui fait qu'ils peuvent être sanctionnés? Alors, les points de vigilance sur lesquels on peut vous reprocher un comportement restrictif de concurrence, parce que c'est comme ça que c'est identifié, Exactement. c'est le fait de rompre brutalement, sans un préavis écrit. Et alors, c'est pas rompre nécessairement totalement, ça peut être aussi rompre partiellement. C'est-à-dire que même si vous n'avez plus, pour des raisons X ou Y, envie de travailler avec quelqu'un et que, par exemple, vous avez trouvé un fournisseur moins 10 ans ailleurs, vous ne pouvez pas intempestivement baisser vos commandes et réorienter votre négoce sans donner à vos fournisseurs un préavis suffisant. Combien le préavis? Alors, ça va dépendre, justement, c'est la particularité ici du dispositif, c'est que ça dépend préalablement, vraiment, c'est le critère prépondérant, ça dépend de la durée de la relation commerciale. Qu'est-ce qui avait été signé? D'accord. Pas nécessairement. Pas forcément. Justement, parce que quand bien même, par exemple, vous n'avez pas de contrat avec votre partenaire, on va considérer la durée globale de votre relation d'affaires. On va l'estimer, quoi. C'est l'appréciation de la durée globale. Celui qui s'en prévaut va devoir rapporter. Mettons que vous êtes lié par un contrat de 3 ans qui est reconduit depuis 12 ans. On va apprécier la durée totale des 12 ans de relation d'affaires commerciale. Exactement. Donc ça peut être un préavis de quoi? De 6 mois, de 7 mois, de 8 mois? Ça peut être 1 an pour se retourner, pour le dire un peu directement? Il existe des usages commerciaux. On considère plus ou moins que lorsque la relation ne présente pas de spécificité, 1 mois par année de relation commerciale, c'est raisonnable. Néanmoins, si vous êtes dans une situation particulière, un secteur d'activité où il y a peu de concurrence, une relation d'exclusivité, une situation de dépendance économique de votre co-contractant, les délais peuvent être augmentés. J'ai un monoclient, par exemple. Dans le cadre d'un monoclient, je fournis 90% de ma production à la grande distribution, je suis mort. Exactement, ça vise justement j'ai pas le temps de me retourner. Ça vise à protéger le co-contractant pour qu'il puisse pourvoir à la recherche de nouveaux clients. Donc l'exclusivité ou la dépendance économique va être un facteur qui va
allonger les délais. Néanmoins, il y a quand même une nouveauté législative depuis 2019 qui a introduit une disposition selon laquelle, dès lors que vous respectez un préavis de 18 mois, vous ne pouvez jamais être sanctionné. Donc, si on se prémunit en amont d'avoir envoyé ce préavis, juste un mot, parce que c'est intéressant. Écrit et explicite. On entend bien le fait qu'il faille écrire pour justifier sa rupture. Est-ce qu'elle doit être motivée, cette rupture? Pas du tout, pas du tout. Après, il faut vraiment que la volonté explicite de rompre la relation à l'issue du préavis soit vraiment manifeste. Et dans la pratique, un appel d'offres est considéré comme un moyen explicite de rompre la relation commerciale. Néanmoins, ça n'exonère pas du préavis. Mon client lance un appel d'offres pour chercher un nouveau prestataire. De fait, je comprends, mais il faut impérativement qu'il m'ait envoyé une lettre pour me le signifier. On est bien d'accord. Exactement. Il faut qu'il vous notifie qu'il lance un appel d'offres et quels sont ses délais. Le débat très d'actualité sur l'intelligence artificielle, parce que là on est sur des produits, on l'a compris, c'est du blé, c'est de la matière première, c'est des produits comestibles. Là, l'intelligence artificielle, comment on fait là? Alors, l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle nous permet en fait de faciliter notre travail en qualité d'expert, en qualité de juriste. Il faut savoir que classiquement, on procède à des recherches de jurisprudence, c'est-à-dire qu'on va regarder les décisions en la matière, relativement chronophage, et notamment chez SVP Information Décisionnelle, on collabore avec une société qui a développé un algorithme qui s'appelle Caselaw Analytics, donc qui nous met qui nous met à disposition un algorithme justement d'intelligence artificielle. Dans la base de données est implémentée toutes les décisions réelles, la tête chercheuse, qui concernent des dossiers qui ont été réellement jugés. Et l'outil va nous permettre, avec des critères extrêmement fins qui concernent cette matière-là, de rationaliser ici une recherche par des critères très déterminés. L'algorithme, il retrouve tous les points de concordance avec des dossiers qui sont similaires. Et à vous de le travailler. Alors, pas exactement, parce que justement, il nous aide un petit peu. Il apprécie vraiment le risque, la durée éventuellement qui va être donnée par des magistrats. Enfin, il réfléchit, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas de faire une analyse statistique comme le fait un moteur de recherche de jurisprudence classique. Il va vraiment apprécier les données pour nous donner des fourchettes de risque et une estimation. Clarisse, vous savez qu'il y a des avocats qui nous regardent, qui vont écrire des lettres, qui vont dire « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous êtes en train de tuer notre métier. » Pas du tout, parce qu'il ne faut pas non plus considérer des lettres, hein. Alors, il ne faut pas considérer que ça remplace le travail du juriste. Je le suis moi-même, donc je connais très bien ce type de contentieux. Évidemment, le raisonnement humain, juridique, développement d'un raisonnement juridique de moyens de droit, c'est purement humain. Ça permet seulement de faciliter la décision. C'est vraiment un outil de rationalisation à la disposition de professionnels du droit qui nous permettent un gain de temps considérable. Néanmoins, celui qui va traduire de manière tangible les prédictions de l'algorithme, c'est le juriste, c'est l'avocat. Enfin, c'est un outil quand même très précieux parce que le cerveau humain ne peut pas compiler et aller chercher dans la base de données juridiques. C'est énorme. Exactement. Il fait en quelques secondes ce qu'un juriste met beaucoup de temps à faire. Avant de nous quitter, ça se règle dans quelle chambre, ça, ces conflits? Ce sont des juridictions spécialisées. Il y en a 8 en France. Alors, je ne les ai pas de toutes... C'est très pointu, ça. Exactement. Il n'y a qu'une seule juridiction d'appel qui peut traiter ces dossiers, c'est la Cour d'appel de Paris. C'est la Cour d'appel de Paris qui, en ressort ultime, vient trancher. Cas en appel. Et en cours de cassation. En cours de cassation, où on règle ces litiges commerciaux. Exactement. Donc il n'y a que 8 cours qui règlent ces litiges commerciaux. 8 tribunaux de commerce qui sont en mesure de juger ce type de contentieux. Clarisse Thomé-Duhart, c'est un plaisir de vous accueillir. Merci d'être venue, experte, on l'aura compris, chez SVP décisionnel, information décisionnelle, avec cet algorithme qui les aide énormément. Attention, on va recevoir des lettres. Je vous en reparlerai quand vous reviendrez, pour voir si on a eu des réactions de magistrats. Merci d'être venu. On fait une petite pause café. Ce n'est pas le cas des avocats, j'en suis sûr. La phobie du téléphone, la peur de répondre au téléphone et de s'exprimer. Bah oui, vous levez les yeux au ciel, évidemment. Vous passez votre vie au téléphone à conseiller des clients. Ça arrive à beaucoup d'entre vous, cette phobie du téléphone, la peur de s'exprimer, une forme de timidité, de blocage. On en parle tout de suite avec Fanny Griesmer. Et c'est la pause café, bien sûr. Fanny Griesmer et sa célèbre pause café, celle du vendredi. On parle d'un sujet qui est, Fanny, un peu pas tabou, mais on n'en parle pas beaucoup de ce sujet. Alors, c'est pas la glottophobie. On en a honte, c'est pas la glottophobie, parce que c'est un mot de vocabulaire qu'on a appris ici. C'est la téléphonophobie. La téléphonophobie. Qu'est-ce que c'est donc ?
c'est la peur du téléphone. Alors, pas le téléphone en tant que tel. Hein. D'ailleurs, c'est l'objet du quotidien, sans doute, auquel nous tenons le plus. Il renferme une grande partie de notre vie. Et pourtant, chez certains d'entre nous, il peut être source d'angoisse quand il s'agit de l'utiliser pour sa fonction première, celle de téléphonie. Et cette angoisse porte effectivement ce nom, téléphonophobie. Ah, vous l'avez bien dit. Donc la peur de passer un petit coup de fil. C'est vrai, c'est réel. Phénomène méconnu, bien sûr, assez étrange, hein, surtout pour ceux qui n'y sont pas confrontés. Et pourtant, la peur du coup de fil est loin d'être anecdotique. Vous pouvez avoir, je ne sais pas, la boule au ventre, les mains moites, le cœur qui s'emballe, la gorge nouée. Vous n'êtes pas amoureux, non, c'est juste le syndrome pré-coup de fil. Si, en tout cas, l'idée de téléphoner vous angoisse, que ce soit effectivement pour passer un appel, en recevoir ou peut-être laisser un message, vous faites alors partie des 62% de Français qui déclarent ressentir de l'anxiété avant de téléphoner. Chiffre issu d'une étude menée par Face for Business, un service de gestion de répondeurs téléphoniques. Et cela semble plutôt paradoxal dans une société hyper connectée, mais la téléphonophobie sévit davantage, semble-t-il, chez les millennials. Ils sont nés, ou presque, avec un smartphone entre les mains, et pourtant, 76% d'entre eux disent redouter les appels. Une génération plus habituée aux SMS, aux messageries instantanées, finalement à ces échanges écrits, discrets, mais parfois sans fin, qui ont remplacé le bon vieux coup de fil. Il n'y a pas d'échange direct avec cette méthodologie. Pas direct. En fait, on prend son téléphone, mais on ne décroche pas. Donc, il n'y a pas l'aspect vocal. Ça veut dire que ce téléphone, ce smartphone... il sert à tout sauf à téléphoner. À tout sauf à téléphoner, c'est ça l'idée? C'est exactement ça. C'est terrible. Effectivement, on semble... Enfin, il semble que l'outil, en tout cas sa fonction première, est de moins en moins indispensable, que ce soit pour joindre ses proches ou qui que ce soit d'ailleurs. Hein. Regardez, pour réserver une table dans un restaurant ou réserver Internet chez le médecin, un simple clic suffit. Alors, le coup de téléphone semble tomber en désuétude, mais il n'est pas pour autant mort et enterré. Dans le monde du travail, on ne pourrait pas se passer totalement du téléphone, vous le disiez tout à l'heure avec les avocats, et ce malgré l'explosion du mail, des calls, des entretiens d'embauche. Des fois, on a des premières phases d'approche par téléphone, contact avec un recruteur, un rendez-vous client. Les occasions de se frotter à l'exercice de l'appel téléphonique sont encore nombreuses. Et chez les téléphonophobiques, l'angoisse de décrocher peut être particulièrement handicapante de leur activité. Mais pourquoi cette peur? Elle vient d'où? Alors, elle semble curieuse parce qu'effectivement, derrière votre téléphone, enfin derrière ou à côté, mais en tout cas le téléphone brise la barrière et en fait on n'a pas cette angoisse de parler directement à la personne. Vous n'avez pas forcément besoin de le regarder dans les yeux, donc ça semble quand même assez surprenant. Et pourtant cette angoisse existe bel et bien. Alors en réalité elle n'est pas née du tout avec le sacre des messageries instantanées. Hein. Alors par contre, c'est une réalité, les appels sont moins fréquents. Aujourd'hui, recevoir un coup de fil, c'est un peu comme recevoir une lettre. Pire, une lettre recommandée. C'est un événement presque, aussi inattendu que potentiellement inquiétant. Et finalement, l'angoisse de décrocher peut venir directement d'une peur irrationnelle, celle de la mauvaise nouvelle. C'est du sérieux, quoi. Voilà, c'est du sérieux, exactement. Il y a aussi ce côté intrusif de l'appel téléphonique. Quelqu'un vous appelle à un moment auquel vous ne vous attendez pas. Vous ne le maîtrisez pas. Il vous surprend sans crier gare. Il vous oblige aussi à improviser, et c'est là où ça pose problème. À l'inverse d'un texto que l'on peut penser, réfléchir, composer avec soin, écrire, téléphoner, c'est devoir réagir en temps réel sans possibilité de se rattraper si vous commettez une bourde. La peur de ne pas savoir quoi dire, d'être pris de court, de se tromper, de mal faire, de bafouiller. Alors on peut aussi rapidement se sentir jugé par la personne qui vous appelle, au centre d'une attention que vous n'avez pas forcément demandée, et puis paralysé, incapable d'improviser, d'autant qu'en temps normal, une large partie du langage repose aussi sur le corps, le langage corporel, et là vous en êtes privé avec le téléphone, donc impossible de savoir ce que pense réellement votre interlocuteur, et ça peut stresser certains. Angoisse décuplée, encore plus, c'est vrai pour ceux qui sont un peu timides, quand on est en open space. Et ça ne concerne pas que les téléphonophobiques. Non, c'est passer un coup de fil en open space. Pourquoi ? Parce que vous êtes en présence de vos collègues, de votre manager ça concerne les journalistes, mais bien sûr, constamment on passe des coups de fil et dans l'open space aussi. C'est encore pire si votre voix finalement est la seule à briser le silence ambiant, car là,
votre interlocuteur n'est plus le seul juge de votre prestation, mais là, c'est tous ceux qui vous entourent et ça peut être particulièrement stressant. D'ailleurs, on a déjà tous vu des personnes s'isoler pour passer un coup de fil qui n'était pas forcément privé ou confidentiel. Comment on y remédie? Quelques conseils, Fanny? Alors, premier conseil. 1 minute pour nous convaincre. Alors, pour nous rassurer. Pour vous rassurer surtout. Premier conseil, je préfère vous prévenir, il faut vous faire violence. Il faut donc vous entraîner, vous forcer à décrocher votre téléphone, que ce soit pour passer un appel ou pour y répondre. Commencez peut-être par des échanges personnels et privés qui seront moins stressants. Avec l'expérience, vous allez vous habituer à l'exercice et puis vous aborderez la chose de manière beaucoup plus calme et sereine. La confiance vient en pratiquant, c'est bien connu. Le deuxième conseil, prenez du recul, c'est important. Bafouiller, faire un blanc de 5 secondes, ça ne remettra jamais en cause vos compétences. Et puis, quand bien même vous n'avez pas la réponse à une question que l'on vous pose, dites-le clairement. Dites que vous allez vous renseigner, que vous allez y réfléchir. Même chose si vous bafouillez ou si vous vous égarez dans une tournure de phrase qui est d'un français assez approximatif. Le meilleur parti, c'est celui d'en rire. C'est clairement ça. C'est de l'oral. En plus, ça renverra de vous une image assez sympathique, une personne à l'aise, confiante, spontanée. Même si vous n'êtes pas totalement. En tout cas, c'est mieux. Dernier conseil. Enfin, même avant-dernier, anticipez un petit peu vos appels téléphoniques. Voilà, vous listez des mots-clés pour préparer votre intervention. Préparez pas votre pitch non plus, juste des mots-clés pour être sûr de ne rien oublier, de cadrer un petit peu votre... Pour des appels téléphoniques, quand c'est sa maman ou son frère. Sauf si effectivement vous avez beaucoup de choses à demander. Ouais. Et puis l'ultime conseil que je donne régulièrement, c'est le conseil fondamental, respirer. Voilà. Parce qu'en plus, on ne vous voit pas. Expirer, voilà, juste avant de décrocher. Voilà, ça fait du bien. Vous aborderez la chose de manière beaucoup plus calme, sereine, détendue. Merci d'avoir mis un coup de projecteur sur un sujet qui est de notre quotidien. Et parce qu'on n'ose pas en parler, il y a énormément de personnes qui sont confrontées Mettez-vous à cette peur. en position du lotus, respiration zen. Après, dans l'open space, c'est pas simple. Et en open space, d'ailleurs, de plus en plus d'entreprises créent des petits box. Des petits box, Des petits box, on ferme la porte, on peut passer des coups de fil. Et comme ça, vous dérangez pas les gens. Voilà. Puis surtout, quand vous êtes journaliste, vous avez des échanges confidentiels avec certains interlocuteurs. C'est toujours plus sympathique et pratique. Donc, vous faites les 100 pas dans le couloir ou dans la rue. Exactement. Et quand il fait froid, c'est pas drôle. Voilà. Merci, Fanny. Bon week-end. Bon week-end à vous. Oui, c'est important les week-ends pour se ressourcer un tout petit peu. Et passer vos coups de Et passer ses coups de fil, évidemment. Continuez à travailler parce qu'il y a l'émission lundi, je vous le rappelle. Oui, on fait une petite pause si vous le voulez bien et on va se retrouver dans quelques instants avec le Cercle RH. Ce sont les experts de Smart Job. Comme tous les vendredis, on va s'intéresser à pas mal de sujets, à la vaccination, au quoi qu'il en coûte. Vous savez, avec les guillemets d'Emmanuel Macron, est-ce qu'on est en train de passer à combien ça coûte? Parce que c'est vrai que certains commencent à se demander à quel moment on va retirer cette prise. Et puis on parlera des profs avec ce coup de pouce de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Intérieur. Et puis on parlera culture. C'est le programme formidable parce que vous êtes allés très nombreux dans les salles de cinéma pour cette réouverture. On fait le point entre inquiétude et relance. C'est dans quelques instants. Le Cercle RH, le débat des experts de Smart Job, c'est tous les vendredis. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a la culture, il y a les chiffres du chômage, la vaccination qui progresse. Alors certains disent qu'elle progresse très vite, d'autres disent que ça va peut-être un peu moins vite que dans d'autres pays européens. On va en parler. Et puis on va parler du quoi qu'il en coûte, parce que c'est vrai qu'on est dans une zone un peu d'incertitude. Est-ce qu'on est toujours dans le quoi qu'il en coûte, ou est-ce qu'on est dans le combien ça coûte? Ça, c'est une vraie question, parce que certains commencent à faire les comptes, se disent jusqu'à quand va-t-on continuer à aider les entreprises? Est-ce qu'on suit le modèle Biden, c'est-à-dire on arrose encore de liquidités les entreprises? C'est une question que se pose le gouvernement et que vous vous posez. D'abord, juste ce chiffre, et je vous présente mes invités, c'est les chiffres du chômage, plus 3,2. Avant de vous les présenter, ça va faire méditer mes invités, plus 3,2 de demandeurs d'emploi sans activité chez les jeunes. Donc le chômage repart chez les jeunes. On va en parler avec mes invités. Pascale Johannin, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes DG, directrice générale de la Fondation Robert Schuman, Atlas permanent de l'Union européenne. Ça, c'est un de vos livres. Et puis, il y avait un second ouvrage que j'ai perdu, mais que j'avais. Le rapport Schuman 2021. Et voilà, c'est le rapport Schuman 2021. Merci d'être avec nous. Jean-Claude Beaujour est à vos côtés, avocat international en droit des affaires, spécialiste des États-Unis. J'ai mis faire un débat d'ailleurs sur les États-Unis et vice-président de France-Amérique. J'imagine que vous observez
ce qui se passe aux États-Unis. Est-ce qu'on va suivre ce modèle américain? Peut-être, je ne sais pas. Frédéric Yvernel, merci d'être là et merci de revenir. DRH du Théâtre du Châtelet, on avait pris un pari qu'au 30 mai, c'était 30 mai, Oui. que les spectacles redémarraient. Ça va redémarrer ou pas? Ça redémarre ce week-end. Ce week-end. Avec quel spectacle? Parce que je vous donne la parole. Avec L'Homme de Ah la oui. Mancha, qui est une formidable adaptation par Jacques Brel du Don Quichotte Ah ouais. de Cervantes, qui est un spectacle extrêmement coloré, extrêmement joyeux, avec des textes et des chansons absolument formidables. Il a été joué par le passé avec un très grand succès. Il retrouve la scène du Châtelet, on en est très heureux. Et je pense que c'est un spectacle en plus pour toute la famille. Donc c'est une façon en fait de revenir dans les salles de spectacle avec les enfants et les parents et de recréer des émotions qui nous ont fait défaut depuis quelques mois. Pendant que je vous tiens, Frédéric Yvernel, complet Châtelet, là, pour ce spectacle? Complet dans une jauge réduite. Maintenant, si quelques-uns de nos téléspectateurs ont envie encore, à l'arrache, de venir Ils peuvent aller au venir guichet Châtelet, ils peuvent aller au guichet. On a un guichet de dernière minute. Alors les contraintes, Et, c'est important ça pour ceux qui nous regardent, parce que il faut quoi? Il faut un test PCR? En fait, toutes les institutions culturelles, elles se sont beaucoup engagées sur cette volonté de garantir la santé des spectateurs. Donc aujourd'hui, on est en jauge réduite. On ne peut pas être plus de 6, par exemple, d'affilée alignés sur un même rang. Il y aura des espaces de sécurité, entre guillemets, entre chacun des groupes qui seront invités, évidemment, à venir voir le spectacle. On sera masqué. On respecte la distanciation physique. Classique. Classique, je dirais absolument. classique. Et on est dans une jauge à 750 spectateurs, dans une salle qui peut en accueillir, évidemment, le triple. On connaît le Châtelet, oui, bien sûr. Voilà. Vos comédiens, vaccinés, pas vaccinés, Les comédiens ont été testés. testés? Ils ont répété masqués. Quel enfer. Donc, Dur. dur, mais en Dur même pour le temps... travail, enfin, excusez-moi. Dur, mais en même temps On conscient. s'habitue, ouais. Dur, mais en même temps conscient que c'est la garantie de pouvoir jouer. Parce que, évidemment, un cas dans une Évidemment. répétition, c'est le spectacle dans sa totalité qui s'effondre comme un château de cartes. Donc, il y a une très grande responsabilisation de chacun des acteurs, de chacun des musiciens, de chacun des techniciens sur l'organisation de ces spectacles. Donc, on est tous très heureux d'ailleurs de rouvrir cette salle demain. Juste un mot, Frédéric, on est rentable ou c'est parce que c'est utile de relancer la machine, de se redonner aussi un second souffle, de la joie, de la bonne humeur, de faire bosser une entreprise? C'est le Châtelet. On n'est pas rentable avec cette jauge? D'abord, Objectivement. on est beaucoup soutenu par la mairie de Paris. C'est un théâtre Bien sûr. municipal qui est très engagé sur le sujet. Et la mairie, On l'appelle les théâtres subventionnés. c'est un théâtre subventionné par la municipalité. C'est le plus grand théâtre municipal de Paris. Et évidemment, la mairie nous aide beaucoup. Après, la problématique économique, elle n'est pas là immédiatement importante c'est pas ça. pour nous. C'est pas ça. Ce qui est important, c'est de recréer une liaison avec des spectateurs qui, depuis un an et demi, n'ont pas remis les pieds dans la salle. C'est ça. Et hier, je peux vous assurer qu'il y avait un événement tout à fait formidable qui était avec l'orchestre de Paris, l'orchestre de chambre de Paris, la possibilité pour 700 jeunes enfants de venir dans la salle de spectacle. C'était extraordinaire à voir, quoi. Alors, ils étaient tous masqués, Ouais. ils étaient tous en distanciation physique. Ouais, c'est des retrouvailles. C'était formidable C'est des retrouvailles. de voir la joie que procure quand même le spectacle vivant sur toutes les populations et toutes les générations. Juste d'un mot, cette ouverture de la culture, pour commencer doucement, ça se passe comment en Europe? On est dans le même tempo que les autres pays européens? Oui. On est à peu près dans les mêmes stratégies? Tous les pays, tous les pays ont rouvert leur salle de Un spectacle. peu plus tôt que nous, pour certains. Pour certains, mais il n'y a pas de grande différence. Voilà, il n'y a pas de grande différence. Tout le monde rouvre avec en effet une progression, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun espace culturel qui est passé de 0 à la quantité maximum de spectateurs. On y va par jour, justement pour être progressif et pour éviter, comme vous l'avez dit, monsieur, qu'il y ait une épidémie, une vague qui revienne parce qu'on a laissé un peu les contraintes. Donc, et on s'aperçoit en plus que les gens ont envie de Bien sûr. retourner au concert, de retourner au spectacle ou dans une salle de cinéma. Et donc, on voit la même chose dans tous les pays européens. Alors, ils ont rouvert, il y en a certains peu plus le tôt. 1er mai, le 19 mai. Il y a eu les musées plus tôt, en France c'était un peu plus tard. Les musées ont réouvert avec des jauges. Alors économiquement, et on va parler d'économie, c'est pas forcément rentable, mais vous le disiez, c'est aussi de ramener du public. Oui, mais Vous êtes d'accord? Le coût économique, il peut être haut, parce que lorsque les gens sont malades, lorsque les gens ne vont pas bien, ça a aussi un coût économique. Exact. Et le fait de se retrouver, de pouvoir vivre normalement, nous sommes des êtres humains, nous sommes C'est pas vrai. faits pour vivre sur une île Clos. et en isolé. Et donc là, c'est aussi, je pense qu'au jeu du... Le coût social et sanitaire. Exactement. Je suis d'accord, Exactement. de la psychologie. Justement, tiens, Jean-Claude Beaujour, vous qui observez les États-Unis et la France, qui avez un pied sur ces deux continents,
On est dans quelle phase là pour les Français, les chefs d'entreprise? On est toujours dans le quoi qu'il en coûte parce qu'on est dans une année présidentielle, il faut le dire, et qu'on ne va pas retirer la prise trop tôt pour ne pas créer de choc. Ou est-ce qu'on est déjà dans une stratégie discrète de on lève le pied, on retire doucement la seringue? Comment on se situe là? Alors, moi, j'ai le sentiment de ce que j'entends, c'est que le gouvernement va avoir un projet de loi de finances rectificative Qui se prépare. très bientôt, avec 20 milliards environ, mais il est acquis qu'on ne va pas pouvoir continuer éternellement comme cela. Parce qu'il y a une différence, vous parliez des États-Unis, il y a une différence avec le plan américain. En France, on est sous perfusion, on finance pour pouvoir figer les choses en l'état. On nationalise les emplois. Donc oui, en quelque sorte, Ah oui. il y a des gens qui ne travaillent pas, qu'on finance, et c'est normal qu'on les aide, mais il n'y a pas de création de richesse sur cette Clairement. méthode. À l'inverse, aux États-Unis, le plan Biden n'est pas exactement le même. Il y a une nuance, c'est qu'il finance pour partie les investissements. Donc c'est vrai que tous les grands projets d'infrastructure... Et la consommation aussi, Jean. Alors j'y viens. Voilà. Tous les grands projets d'infrastructure devraient générer de l'emploi. Pourquoi? Parce que Joe Biden sait que l'emploi, c'est le nerf de la guerre aux Bien États-Unis. sûr. Alors certes, il n'a pas commis la même erreur de 2008 lorsqu'il y a eu la crise financière internationale. Et donc il a dit, il faut financer les familles, il faut aider les familles. 2 800 € pour un couple, plus C'est vrai. 1400. Une aide directe, hein, c'est un chèque. Hein. En dollars, pardon. Ouais. Donc effectivement, il a bien compris, et les Américains sont des êtres humains comme les Européens, il a bien compris qu'ils avaient besoin d'avoir quelque chose de sonnant et trébuchant, ce qui n'avait pas été le cas en C'est 2008, vrai. lorsqu'il avait fallu, et ça avait fait dire un peu partout qu'en réalité, on aidait plus les banquiers de Wall Street Exact. qu'on aidait le peuple américain. La consommation. Et puis, dernière chose, je ne vais pas être plus long, mais il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, le quoi qu'il en coûte, on ne l'entend pas comme ça. Biden a dû batailler avec les républicains, même Évidemment. dans son camp, convaincre, etc. Parce que le sentiment, c'est que l'argent public ne peut pas se dépenser comme ça. Enfin, sans faire de politique, parce que c'est pas un débat politique, vous avez vu, même Jean-Luc Mélenchon avait repris le plan Biden en disant mais regardez aux États-Unis, même aux États-Unis, on donne de l'argent. Vous avez raison de signaler que c'est pas tout à fait la même philosophie et que tout ça doit créer de la valeur et de la richesse, et ce qui n'est pas le cas en France. On se situe comment par rapport aux autres pays européens sur ce fameux quoi qu'il en coûte? Parce que c'est vrai que les Français se disent, c'est vrai que l'État était là, le gouvernement a donné, mon emploi a été sauvé, préservé. Comment les autres pays européens ont fait? Ils ont fait aussi le quoi qu'il en coûte? Ah, et je pense que tous les pays européens ont fait le quoi qu'il en coûte, puisqu'il y a toute une secteur, dans une partie de la culture ou du tourisme, Oui. les hôtels fermés, les avions... Événementiel. Les avions, voilà. Bon, donc tous les États ont soutenu leur compagnie aérienne, alors plus ou moins, hein, mais les Néerlandais, qui sont soi-disant très libéraux, ils ont eu des KLM. Pas le choix. Voilà. Donc il n'y a pas le choix, parce que vous mettez à l'arrêt... Non pas parce qu'il y a une crise économique, mais une crise sanitaire. Vous mettez à l'arrêt un secteur d'économie et donc vous n'allez pas le faire complètement craquer. Je pense en effet qu'il va y avoir des surprises à un moment donné, mais on a aidé au maximum dans tous les pays européens. Tout simplement parce qu'il y avait en effet, on a arrêté l'économie parce qu'il y avait en effet un Mais risque sanitaire. la question, c'est le juste Alors milieu. maintenant- Vous voyez, cette maintenant- espèce de jeu entre Voilà. Alors l'équilibre. maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que on a fait ça, mais on a également en Europe mis en place ce plan de relance. Vous parliez des États-Unis, il y a un plan de relance, on compare souvent les deux, mais le plan de relance donc de 750 milliards qui a été mis en place il y a un an, qui a été voté, va arriver. Non mais ça y est, on y arrive. Non, parce que je fais une moue, parce qu'on nous en parle tellement. C'est seulement des milliards qui valsent pour les Français. Et il est arrivé ou pas? Eh bien, il va arriver. Ah, ça y est, d'accord. parce que, D'accord. Non, parce que c'est vrai qu'on l'attend. Hein. Ah, non, mais- C'est en attendant Godot pour faire un petit peu de... Rapidement, pour être très clair, il y avait une procédure qu'il fallait que les États membres, puisque ce sont eux qui Bien font sûr. l'Union européenne, ratifient un certain nombre de choses. Combien pour la France? 40. 40. 39,4. On en a déjà... Très exactement. On en a touché quelques milliards, parce que le gouvernement Non. communiquait sur l'idée que c'était déjà arrivé, qu'on l'avait. On l'a pas. Non, on l'a pas, puisque les dernières ratifications ont été faites hier par l'Autriche et la Pologne. Donc, en effet, ça va commencer, on va dire, allez, début juillet. Et on va avoir une première tranche au début juillet d'à peu près de 13% Mais de attendez, cette somme. Pascal, et juste d'un Mais mot, ça va aider, parce c'est que de l'investissement, là, en l'occurrence, ça va pour aider aider des parce que, filières. C'est voilà, pas... on en a beaucoup parlé, on n'a rien vu. Là, on va voir, en effet. On est d'accord. Alors, on va voir. Alors, tous les plans ont été... la France a été, pour le cas, un modèle. Elle a envoyé son plan avant le 30 avril. bon élève. Il y en a quelques-uns, il y a 9 États qui ne l'ont encore pas fait. Donc, c'est pour ça, sur les 27. Et donc, en effet, la Commission européenne va examiner ces plans. Et en effet, à partir du mois de juillet, on va commencer à avoir... Et c'était attendu, mais en effet, il y a une procédure qui fait que nous sommes 27 États. Il fallait qu'en effet, tous les États disent « OK, je suis d'accord ». Frédéric Yvernel, je m'adresse au DRH d'un théâtre très connu, mondialement d'ailleurs, et puis aussi aux citoyens.
Vous en avez entendu parler, vous aussi, de ce plan de relance. On nous l'a vendu, on nous a dit, vous allez voir, on va créer des filières. Cette relance va créer des filières sur... Là, on entend par une spécialiste que les milliards n'étaient pas arrivés, en fait, et que depuis hier, peut-être, en juillet, on les aura. Enfin, Une partie en juillet. une partie en juillet, oui. C'est quand même un peu compliqué, tout ça, pour les Français. Vous ne trouvez pas ? Oui, c'est compliqué. Surtout, ce sont des masses financières tellement importantes qu'elles perdent le commun des mortels. Ben oui. En même temps, pour un théâtre comme le nôtre, par exemple, pour le secteur de la culture en général, cette crise terrible, elle a été non pas transparente, mais elle a été extraordinairement bien gérée, à la fois pour un théâtre municipal par la mairie de Paris et à la fois par les aides gouvernementales. Soutien des intermittents, il faut le rappeler. Le soutien, plus généralement même, le soutien à l'ensemble de la filière, le soutien aux collaborateurs, avec les prises en charge évidemment d'une partie des rémunérations dans le cadre d'activités partielles, le soutien aux intermittents avec l'année blanche, avec Et qui se poursuit d'ailleurs. Qui se poursuit pour quelques mois supplémentaires. Pour nous, ça a été assez transparent, la souffrance venant d'ailleurs de notre incapacité à exercer notre métier et de la frustration liée. Mais pas sur le plan économique. Mais sur le plan économique, on peut dire que pour des grandes institutions culturelles, l'affaire a été quand même gérée au cordeau. Au cordeau, c'est vrai. Vous en pensez quoi là de ce qu'on vient d'entendre ? Moi, Ce plan de relance, qu'on le dise aux Français, c'est pas de l'argent sonnant et ébruchant avec un chèque qui va arriver dans les boîtes aux lettres des Français. On est bien d'accord. C'est pas ça du tout. Hein. Non, mais qu'on dise des choses. Moi, ce que je crois, c'est que les Français attendent deux choses. La première, c'est de pouvoir savoir quand est-ce qu'ils vont pouvoir recommencer à travailler tout doucement, parce qu'il y a tout un pan de l'économie qui tourne autour du vivre ensemble. Je pense aux restaurants, je pense aux hôtels, je pense au transport aérien, je pense au tourisme. 86 millions de visiteurs par an en France. Je voyais l'un de vos invités tout à l'heure, lorsque vous voyez la Bourgogne, nos régions qui ont besoin de ces touristes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui, pour moi, me semble importante, c'est que derrière ces chiffres qui ne disent pas grand-chose, même pour chacun d'entre nous, ça ne nous dit pas grand-chose. Extravagant. En revanche, ce que cela veut dire, ça peut se traduire par un regain de confiance, et un regain de confiance qui fait que les acteurs économiques vont recommencer à mettre en place un certain nombre de projets. Juste un exemple, je vois en tant qu'avocat, nous travaillons beaucoup avec les entreprises de nouvelles technologies, les investissements, des levées de fonds, du contentieux, etc. Ça cartonne, la tech. Et on voit revenir nos clients avec des projets. Nos clients américains reviennent, nos clients français nous disent, voilà, on a des projets aux États-Unis, et les Américains nous disent, on veut recommencer à travailler avec la France. Là, on voit déjà un signe de confiance, et pour moi, derrière l'annonce du plan, ça repart. C'est ce qui Oui, c'est l'amorce de la reprise. C'est l'amorce de la reprise. Avec un PIB qui baisse, qui a été un peu surévalué, qui perd 0,1, c'est pas terrible. Le chômage qui frissonne chez les jeunes, ça veut dire qu'un jeune, une solution, ça n'a pas si bien marché. Il y a des perspectives de reprise, après une année, en effet, 2020, où on a bien vu la baisse de beaucoup d'indicateurs. Là, en effet, il y a des perspectives. Et en effet, cette mise en place, elle a mis un an à coucher, j'allais dire c'est une gestation, ça va donner peut-être en effet confiance, parce que je crois qu'en effet, ce qu'on a besoin, c'est la confiance. On est resté chez soi. Vous parliez d'une île, j'ai l'impression que les gens sont restés dans leur petit intérieur et qu'ils étaient coincés entre quatre murs, qu'ils n'osaient pas. Là, ils vont au Cinoche, ils vont au théâtre. La confiance. Mais voilà, je pense en effet, c'est la confiance. Après avoir un an, on a été abasourdi. Et si en effet, il y a des perspectives de reprise, de se dire, voilà, il y a des choses pour le numérique, il y a des choses pour l'environnement, puisque en effet, le plan de relance, il est fléché. Voilà, c'est fléché. On va avoir peut-être en effet une reprise et en effet faire revenir les gens vers l'activité. Alors normale, j'aime pas trop cette expression, mais celle qu'on connaît, celle des humains. Oui, on va recommencer à travailler. On va recommencer à travailler. Mais Pascal, excusez-moi, c'est un peu l'heure de vérité quand même. Là, on est dans une phase intéressante parce que se superpose, je leur dis encore une fois, une période électorale où des candidats vont essayer d'expliquer qu'ils ont le meilleur programme dans un contexte économique extrêmement incertain. Donc pour le gouvernement qui est aux manettes, on est quand même sur un moment, sur une ligne de crête. Je parle à la fois des régionales et puis des présidentielles qui ont commencé. Je veux dire, on est rentré dans cette campagne. Je pense vraiment en toute franchise, que les Françaises et les Françaises qui travaillent, qui ont leurs petites entreprises, c'est vrai en France, mais c'est vrai aux États-Unis. Je vais vous dire, la préoccupation, bien sûr, on réfléchit au présidentiel. Ça n'est pas ça la préoccupation. Moi, les clients qui viennent nous voir, leur préoccupation, c'est franchement pas l'élection présidentielle. C'est faire du business, quoi. Ils nous disent, voilà, on a une levée de fonds. Ils nous disent, on a de l'argent. Ils nous disent, par exemple,
exemple, moi, il y a des gens qui me disent, écoutez, on recherche de l'immobilier dans le secteur de la santé. Nous avons de l'argent, nous voulons investir dans l'immobilier santé. Donc là, vous savez, l'élection présidentielle, il n'y a rien à voir. Alors bien sûr, ça joue un petit peu à la marge, mais c'est pas la préoccupation. Je pense qu'en effet, les gens ne sont pas rentrés dans le temps électoral. Ils voient bien, il y a des candidats, etc. Il y a une inquiétude, il y a une incertitude. Non, il n'y a pas une inquiétude. C'est pas la priorité. La priorité, c'est de recommencer à revivre, à peut-être les vacances dans un premier Faire temps. des projets. La reprise en septembre. Oui. J'allais dire Faire des complète. projets, ouais. La reprise complète en septembre de l'activité. On croise les doigts. De l'éducation avec des cours en présence, etc. Enfin, ça ne retire pas les 429 milliards de crise Covid. Comme toujours, la présidentielle, elle va commencer vraiment à intéresser les Français En janvier. en début de 2021. On est d'accord. En début 2022. Parce que là, on aura peut-être les vrais candidats. Pour l'instant, il y a plein de gens qui sont sur le plateau. Et les vrais chiffres économiques. Les vrais chiffres économiques. Eh oui. Et puis, c'est là que les choses vont commencer à se cristalliser parce que les gens vont y penser. Mais avant, je pense que tout ça, ça amuse peut-être en effet certains journalistes, certains spécialistes. Avant de nous quitter, parce que Mais je vais pas me faire tout- tirer mais les pas tout oreilles, le monde. 700 millions d'euros, parce que c'est intéressant, ça, c'est pas le plan de relance européen dont on apprend qu'il est validé depuis hier, donc c'est une excellente nouvelle. Ça, c'est concret, c'est Jean-Michel Blanquer qui donne 700 millions d'euros. Vous allez me dire, les gens ne pensent pas à la présidentielle, mais enfin, certains y pensent pour les Français. 700 millions d'euros pour revaloriser les salaires des profs en 2022, compte tenu que le salaire des profs est assez bas sur le plan européen. Bonne, mauvaise idée, parce que beaucoup de parents se sont plaints, par exemple, que les profs n'ouvraient pas les visios, que les ordinateurs ne marchaient pas, que beaucoup de lycéens n'ont pas eu cours. Utile ou pas utile? Un peu démago ou pas? Vous savez, il est normal que le ministre fasse de la politique. D'accord. Il est normal Bon. qu'il ait en tête son calendrier politique, ça ne me choque pas. Oh, c'est bien, non, mais c'est bien de le dire. Non, mais c'est vrai, il ne faut pas être naïf. Et on Bien. ferait la même chose si on était à sa place. En revanche, moi je pense à nos amis enseignants, je l'ai été, ma belle-sœur est professeure, etc. Je l'ai Des gens été aussi. Qui donnent beaucoup. Il est normal de payer correctement nos fonctionnaires parce que précisément, si nous voulons avoir un service de l'État qui soit à la hauteur de la grande puissance que nous aimerions être, il faut se donner les moyens. Que nous aimerions être. Absolument. Déjà, là, il y a une formule. D'accord, c'est ça. Non, mais c'est intéressant, je note. Mais écoutez, en Allemagne, Je note. en Allemagne, les écoles ont fermé le 16 décembre. Elles n'ont rouvert que pour certaines le 1er. C'est vrai, l'Allemagne, ça a été... Donc, ça n'a pas été 3 semaines de pas école au mois d'avril. Ça a été pas école pendant 4 mois. Et les l'école cours à ont la été- maison et l'école à la maison, ça n'a pas marché du tout en Allemagne. Donc, dans tous les pays. Non, ça n'a pas été. Parce que, en effet, les professeurs étaient désemparés. Comme nous. Le numérique en Allemagne marche beaucoup moins bien qu'en. Alors, ils ont Ah, ça fait du bien entendre ça. Hein. Voilà. Pour une fois. Pour une fois, nous Mais ne sommes voilà. pas les Donc, derniers. Voilà, Donc, pour une si fois vous- que ça marche moins bien en Allemagne. Voilà, ils ont beaucoup d'avantages sur certains secteurs, et un peu moins sur d'autres. Et donc, en effet, il y a beaucoup de pays où, en effet, cette année scolaire, cette année culturelle a été vraiment pénible. Donc, tout le monde espère que ça va changer et que, donc, en effet, à partir de septembre, l'école va reprendre, la culture va reprendre, l'activité économique va reprendre. Et en Europe, on a tous vu à peu près plus ou moins la même chose. Donc, Bon, c'est donc rassurant. c'est pour ça qu'il faut lire Non, le mais rapport sur l'état de l'Union. C'est Voilà. pour ça que c'est intéressant cet état de l'Union. Ça permet de resituer les enjeux à travers ce livre. Exactement. On est toujours le nez collé à la vitre française. C'est intéressant d'aller ouvrir des fenêtres sur d'autres Je pays. voudrais rajouter une chose. Les enseignants sortent d'une année épouvantable. Alors, on a toujours tendance à dire qu'effectivement, certains n'ouvraient pas les visios, etc. La réalité, c'est qu'ils ont tenu des enfants qui étaient entre guillemets déscolarisés, puisque à la maison, Coupés, de façon effectivement. absolument remarquable. Absolument. Et alors, quand on dit 700 millions d'euros, évidemment, pour chacun d'entre nous, pour le commun des mortels, ce sont des sommes Ça gigantesques. divisé par le nombre. Il faut quand même le rapporter au budget de l'éducation nationale, qui est le premier budget Enfin, de dépense de l'État. Oui, ça dépend, Donc, c'est ouais. à peine 1% finalement. Parfois, c'est le Déjà. deuxième après la défense. Et puis, il faut se souvenir d'une chose, c'est que quand on fait un métier, on a besoin de deux choses. De la reconnaissance d'un côté, et je pense que les enseignants en ont besoin, C'est vrai. et que le gouvernement C'est vrai. s'emploie à la diffuser, et d'un salaire. Et effectivement, quand on vous écoute et qu'on se rend compte que le salaire des enseignants est bien moindre en France qu'il ne l'est ailleurs, quand on se rend compte que c'est extrêmement difficile de vivre en région parisienne ou dans les grandes communes en étant payés ce qu'ils sont payés, on s'interroge. Et je rappelle juste une chose, ces 700 millions vont servir 400 000 fonctionnaires. Mais c'est Donc, pas. si oui. on se dit qu'en bas de page, à la fin du mois, on a 30 ou 35 euros supplémentaires sur sa feuille de paye, on a le sentiment d'avoir été traité. Mais on est bien loin de l'effet d'annonce Oui. qui donne le sentiment aux Français qu'on a surinvesti sur l'éducation Facialement, nationale. évidemment, ça fait un très gros Mais chiffre, je suis voyez, d'accord à la sans- fin. Vous n'allez pas vous faire tirer les oreilles, mais juste un mot, c'est bien ce que nous a appris la crise. Finalement, on disait qu'il fallait serrer les boulons, la dépense publique, etc. On s'est bien rendu compte que si nous voulions avoir un État qui fonctionne, un État fort au sens État, une
l'administration qui fonctionne, on avait besoin de fonctionnaires, on avait besoin du personnel de santé, on avait besoin d'une politique de soins qui soit différente parce qu'on a vu qu'on a été incapable au début de répondre. Donc c'est une réflexion que nous devons mener entre dépenses, économie et positionnement industriel. La dépense publique, le sujet est en train de monter doucement en France avec des experts qui commencent à s'interroger sur la réflexion à mener sur nos dépenses publiques parce que Bien sûr, parce qu'on ça peut pas- n'exonère pas on d'un peut débat on sur peut cette pas, question. En effet, on ne peut pas envisager l'avenir en ayant un endettement Eh qui oui. soit continu. On a eu cet effort pendant un temps, il était nécessaire. Maintenant, il faut peut-être revenir à des étiages Mais certains plus normaux, mais progressivement aussi. Oui, ça va être très long, hein. Voilà. Alors, bien entendu, là, pour le coup, la dette française est bien supérieure à la dette allemande. Alors là, pour le coup, il y a Mais un grand certains gap. vous diront, on avait dit qu'on ne pouvait pas, et puis finalement on a pu. On et puis peut. Finalement, Mais qu'est-ce qu'on il fait va falloir réfléchir en effet, commencer à rendre les choses un peu plus sainement au niveau Exactement. économique, pour pas qu'en effet on fasse porter sur Enfin, les générations futures les errements de cette. Vous reviendrez dans quelques semaines, puisque vous venez régulièrement. On s'interrogera peut-être sur cette question, parce qu'il y a un an, il était question de fermer tous les robinets de la dépense publique, et puis en quelques mois, des milliards se sont répandus. C'est vrai que ça peut créer un sentiment chez les Français un peu de On trouble. a levé tous les tabous dans cette période un peu inédite. Le quoi qu'il en coûte, le quoi qu'il en coûte, c'était Mario Draghi en 2012, Exact, c'est vrai. avec derrière les banques centrales européennes. Là, le C'est quoi vrai. qu'il en coûte à la française, c'est l'État qui n'a pas la capacité de Qui peut pas tenir. monétaire qu'ont les banques centrales, mais n'empêche qu'en revanche, pour l'élection présidentielle, ça sera un débat sur notre projet évidemment. de société. Que voulons-nous Merci. pour les années qui viennent? On est Ces très en périodes de retard. troubles, retournons au spectacle. Retournons au spectacle. C'est ce week-end. Et demain. C'est ce week-end au Châtelet. Ruez-vous avec un test PCR de 72 heures. Don Quichotte, joué par Jacques Brel. Avec des conditions sanitaires qui excluent. Évidemment. Frédéric Hivernel, DRH du Théâtre du Châtelet, Jean-Claude Beaujour. Et si la France gagnait la bataille de la mondialisation? Je n'avais pas cité votre livre, vous êtes avocat international. Et Pascal Joannin, lisez le rapport Schuman 2021 Sur l'état de l'Union. sur l'état de l'Union. Il est sorti le 4 mai. Oui. Donc lisez-le. élections m'arrivaient. Voilà, et ça permet d'avoir un peu un sujet, une vision un peu sérieuse sur l'Europe. Merci d'être venu nous éclairer sur tous ces sujets. Il y avait beaucoup de sujets et je suis très en retard. C'est le livre de Smart Job. C'est un coach, ancien champion de sport et qui va nous accompagner pendant quelques minutes et nous parler de son livre. Il a inventé une méthode pour être plus performant, tout simplement, mais sans dopage. Regardez. Avec nous, Pierre David. Bonjour Pierre David. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous? Très bien, merci, ça va. Je vous présente très brièvement parce que c'est notre rubrique livre à la fin de notre émission. On vous a pris un petit peu de temps sur le débat et on s'en excuse, vous l'avez un peu écouté avec nous. Ancien champion de boxe, vous êtes un coach et vous avez sorti ce livre en fait, qui est un peu le fruit de votre académie de la haute performance sur l'identité gagnante. Et je vais jusqu'au bout du titre, le secret du nouveau dopage légalisé. Il y a des postfaces, il y a des préfaces, il y a des conclusions écrites par des chefs d'entreprise et qui disent quand même d'une manière très claire, Pierre, que ce n'est pas un livre qui se destine qu'aux sportifs. Je pratique du sport à un certain niveau, mais ça se destine aussi aux dirigeants, aux chefs d'entreprise. C'est quoi votre méthode ? Alors nous, déjà, merci pour cette intervention. Nous, c'est vraiment la dépolarisation, c'est la méthode qui est un travail qui est vraiment identitaire. On va travailler sur l'identité de la personne pour que son identité soit calibrée avec les résultats qu'il a envie d'obtenir. Et si on n'obtient pas les résultats que l'on veut dans la vie, c'est qu'on n'est pas la personne calibrée pour les obtenir. Donc on va aller très vite en fait à enlever les charges émotionnelles qui empêchent de se connecter à nos objectifs. La dépolarisation, c'est ça le concept. J'ai vu que c'était quasiment un modèle déposé. Vous avez un brevet, une marque. C'est le mot que vous utilisez. C'est quoi exactement la définition de dépolarisation ? Alors, la définition de la dépolarisation, c'est que nous, on est dans un monde qui est polarisé. Donc, il fait jour, il fait nuit, il fait chaud, il fait froid. Il y a des gens arrogants, des gens humbles. Enfin, ça, c'est dans nos perceptions. Et nous, le but de la dépolarisation, c'est de sortir de tous ces concepts, donc arrogant, humilité, altruiste, égoïste, pour simplement, à un moment donné, être juste soi. Par exemple, un chef d'entreprise qui a du mal à déléguer, parfois, il va se dire « Ouais, mais si je délègue, peut-être que les autres vont voir ça comme égoïste, et nous on va juste faire sauter le concept d'égoïste pour qu'il ne se pose pas de questions, il fasse ce qui est juste pour lui.
Il faut lire ce livre parce que c'est à la fois des conseils pratiques, c'est un accompagnement. Évidemment, vous le faites très physiquement dans votre académie de la haute performance, mais comment on passe de la boxe, qui est un magnifique sport, très exigeant, champion de boxe, plusieurs titres, comment on devient ensuite, j'allais dire, un coach qui bascule vers l'entreprise notamment. Comment ça évolue ça ? Ouais, je pense que ça a été déjà moi il y a eu les défaites aussi en tant que sportif qui m'ont finalement aujourd'hui en tant qu'entrepreneur plus servi que mes victoires, parce que c'est elles qui m'ont poussé à me former aujourd'hui aux quatre coins du globe. Et ensuite, je pense que c'est une continuité, c'est-à-dire que le sportif, on a envie de performance, et finalement quand j'étais coach, j'étais tout seul, du coup je pouvais accompagner des gens et j'étais limité avec un espace et un temps. Alors qu'en passant avec ma casquette aujourd'hui chef d'entreprise, ça me permet d'avoir une équipe et d'aller beaucoup plus vite et du coup d'avoir un impact qui est de plus en plus grand. Donc finalement, je pense que c'est une continuité. Pierre, c'est intéressant parce que dans votre livre, vous faites le distinguo, et ça c'est intéressant, entre les performeurs, ceux qui sont vraiment les guerriers, les compétiteurs, mais vous ne vous destinez pas non plus dans l'accompagnement qu'à des performeurs et des gens qui aiment la compétition, on est bien d'accord ? Non, alors moi, à titre personnel, j'adore la performance et j'adore accompagner une entreprise et les collaborateurs et la voir se développer. Et là, autrement, les athlètes qui sont en course pour les Jeux Olympiques. Mais en effet, aussi, on peut avoir des étudiants, des musiciens, mais quand même des gens qui recherchent une forme de performance. Je suis pas le meilleur, on va dire, j'ai pas le meilleur produit pour les gens qui attendent juste une pilule et qui sont pas prêts à quand même payer le prix de l'entraînement, des sacrifices, parce qu'il y a beau être débloqué mentalement, si derrière on bosse pas, on s'entraîne pas, on n'a pas les résultats. Ça c'est le sportif de haut niveau qui parle là, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est pas magique la performance, c'est pas magique la réussite. Non, du tout. Et en fait, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'aujourd'hui, pour accompagner et des sportifs et des entrepreneurs, on va voir qu'en interne, ce sont les mêmes façons de penser qui permettent de la performance sportive ou entrepreneuriale. C'est pour ça que j'aime faire ce lien, en fait. Ouais, nous aussi, hier, on a travaillé sur l'art et le management. On voyait qu'il y avait des passerelles. Et là, on voit bien que dans ce que vous faites, entre le sport et l'entreprise, il y a des passerelles évidentes dans la rigueur, la préparation mentale, les choix, l'intuition. C'est ça aussi que vous travaillez. C'est clair, exactement. Et dans ces choix, dans ces intuitions, ce qui va des fois nous couper notre intuition, ça va être une polarité qu'on a mis justement de c'est bien ou c'est mal. Par exemple, avec un sportif qui rêve d'être champion du monde, par exemple, et s'il n'ose pas se le dire à lui-même ou le dire aux autres, parce qu'il se dit je ne peux pas dire ça, ça va être arrogant, là il y a une charge de mal qui est là, exact. Et du coup ça l'empêche d'être totalement libéré. Donc nous on va venir sauter cette chape pour que le corps puisse totalement se libérer, qu'il ne se pose pas de questions entre ce qu'il a envie consciemment et ce que son corps, avec les émotions, a engrammé comme émotion, et qu'il n'y ait pas de décalage entre ce que les pensées veulent et ce que le corps veut. Le corps et la pensée qui guide aussi le corps, et le corps qui parle parfois sans mots, on est d'accord ? Ouais, exactement. Ouais. Merci Pierre-David, c'était un plaisir de vous accueillir. Bon vent pour l'Académie de la haute performance. Lisez ce livre si vous voulez commencer à cheminer avec Pierre. L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé. Ça c'est important et je remercie Jean-Claude Beaujour de m'avoir accompagné jusqu'au bout de cette émission. Il n'a pas fui le plateau, il est resté avec moi jusqu'au bout. Merci Pierre. C'est un plaisir. Merci Arnaud. Merci à toute l'équipe, évidemment. Merci à Hugo à la réalisation. Merci évidemment à Justine au son. Merci à Fanny Griesmer. Merci à Pauline Gratel et merci à Margot pour l'accueil invité. Toute cette belle équipe qui m'accompagne tous les jours. C'est un vrai plaisir. Passez un bon moment, un bon week-end évidemment. C'est vendredi. On se retrouve lundi pour de nouvelles aventures. D'ici là, restez fidèles à tous nos programmes, à Bismart notamment. Je serai là lundi. Bye bye.